Bonsoir à tous, merci d'être venus, bienvenue à la Maison Française. Un grand bonsoir à notre invité de la soirée, à Marie-Lynne Desguioles, dont Olivier fera l'introduction dans quelques minutes. C'est toujours un grand plaisir d'accueillir à nouveau Olivier. Donc c'est la 61e visite ce soir. Sous l'égide du Centre de la culture et de la civilisation française ici à NYU, pour nous parler de French literature in the making. Comme vous avez pu voir, tout le programme de ce soir sera télévisé et emmagasiné dans notre archive qui se trouve sur notre site web. Je ne vous donne pas aujourd'hui l'URL pour le regarder parce que tout le site internet de NYU est en train de migrer d'un système à un autre. Mais lorsque vous reviendrez à l'automne, on distribuera les renseignements pour vous permettre de regarder à nouveau tous les highlights, n'est-ce pas, de l'année. Donc merci encore, bonsoir à tous. Olivier, je passe la parole. Merci Sarah. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, c'est notre 61e prestation. Ça fait du chiffre, ça fait des heures, ça fait des visites, ça fait des souvenirs aussi pour chacune et pour chacun d'entre nous depuis un peu plus de 10 ans, puisque après des conversations poussées avec Tom Bishop ici présent, nous lancions ce cycle dont on ne pensait pas qu'il durerait si longtemps au mois de mars 2007 et nous sommes en avril 2017. Alors, bien des choses se sont passées depuis, mais nous avons continué et j'emboîte le pas, si je puis dire, à ce que vient de dire Sarah, qui a succédé à Tom, et effectivement, on peut annoncer que nous reprendrons ces conversations littéraires mensuelles à partir de la rentrée, à l'automne. Alors, les dates ne sont pas encore arrêtées, elles vont l'être dans les jours qui viennent, mais nous sommes assurés de poursuivre ce travail qui est, je crois que chacun en conviendra, assez singulier. Ceci est possible parce que, en se donnant beaucoup de mal, on a trouvé les concours nécessaires, les concours financiers, parlons clair, nécessaires à la menée de ces entretiens préparés et approfondis. On a eu jusqu'à présent un certain nombre d'entreprises qui nous ont aidés, mais deux en particulier, que je ne peux pas ne pas citer, car l'une et l'autre font preuve à notre égard d'une bienveillance et aussi d'une fidélité assez extraordinaire. L'une est une chaîne d'hôtels, la chaîne Accor, qui exploite le Sofitel de New York, sur la 44e rue, où nous sommes accueillis vraiment dans des conditions très agréables depuis bien longtemps maintenant. Et l'autre est une compagnie aérienne qui s'appelle tout simplement La Compagnie, qui dessert New York au départ de Paris et Paris au départ de New York à raison de 2 vols par jour dans de très bonnes conditions. Et là encore, les executives, les patrons de cette entreprise ont toujours jugé bienvenu de nous aider à poursuivre ce programme, car sans eux, ce serait vraiment très difficile. Ceci représente de l'argent. On n'en parle pas beaucoup parce que ce qui nous intéresse d'abord ici, ce sont les livres, évidemment. Mais on ne peut pas ne pas s'arrêter un instant sur cette énergie qu'il faut déployer, très légitimement d'ailleurs, pour obtenir les moyens de travailler convenablement. NYU nous accueille bien sûr dans des conditions tout à fait agréables et correctes depuis plus de 10 ans, je viens de le dire. Mais ça ne suffirait pas. Il nous faut aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire de quoi voyager, de quoi séjourner le plus agréablement possible pour les femmes et les hommes qui répondent à mon invitation. Donc c'est assez normal et c'est presque un plaisir, c'est même tout à fait un plaisir que de les saluer, ces gens. Nous accueillons aujourd'hui un écrivain tout à fait remarquable. Vous êtes fondé à me dire, mais vous nous dites ça de chacune et de chacun. Oui, absolument. Évidemment, je n'invite ici que des gens pour qui j'ai de l'admiration, des gens que je connais plus ou moins bien d'ailleurs. Ce n'est pas le critère. Le critère, c'est la qualité littéraire, et c'est le seul critère. Et nous avons avec Marie-Lynne quelqu'un qui a maintenant une œuvre assez importante en nombre, puisque tu as commencé d'écrire, on va publier en 1987, ça fait donc 30 ans,
et qu'on te doit pas loin d'une trentaine, un peu moins, d'ouvrages. C'est vous dire que 30 ouvrages, 30 livres, c'est une masse, c'est énormément d'investissement dans la littérature, et il est dans l'œuvre de Marilyn une ligne incontestable, un style qui est repérable, presque immédiatement, une inspiration aussi. Et je vous propose qu'au cours de cette heure et quart, ou un peu plus qu'on va passer ensemble, je vous propose que nous ne nous arrêtions pas sur la totalité de ce que tu as écrit, parce que nous n'aurions pas le temps de rester à l'intérieur de l'épure horaire qui nous est impartie. Je voudrais qu'on s'arrête sur un certain nombre de tes livres, ceux que je trouve, quant à moi, les plus achevés, les plus complets, les plus réussis, les plus profonds. On va commencer sans autre forme de procès. Marilyn Desbioles est quelqu'un qui est à cheval sur deux nationalités, sur deux familles, deux héritages, deux cultures et deux langues, et de surcroît sur deux pays. Les deux pays en question étant la France et l'Italie. Tu vis non loin de la frontière entre la France et l'Italie, et bon nombre de tes livres se déroulent dans cette région-là, qui est une région extrêmement particulière. On croit qu'on connaît la Côte d'Azur parce qu'on est allé à Nice, on est tous allés à Nice ou à Cannes. On croit qu'on connaît vaguement l'arrière-pays niçois parce qu'on a peut-être fait une excursion à Grasse ou à Fort-Calquier, qui est déjà plus éloigné. Mais en fait, on ne connaît rien du tout. Parce que cette région a une particularité qu'il est indispensable de rappeler. C'est qu'elle a été italienne. Une grande partie de la région de Tende, en particulier, a été italienne jusqu'à 1946. Et en 1946, après la défaite de l'Italie alliée des Allemands et la victoire des Alliés autour de ce que nous appelons les Alliés, on a demandé aux habitants de cette région, dans l'arrière-pays niçois, de se prononcer par référendum sur ce qu'allait être leur avenir. Voulaient-ils demeurer italiens ou revenir à la France? Ils ont choisi très majoritairement, très largement, leur attachement à la France. Il n'en demeure pas moins que dans cette région-là, à Tende, à Sospel, à Saint-Dalmas de Tende, à Saorge, dans des villages absolument sidérants du point de vue de l'architecture, de la situation, c'est à la fois tout près de la mer, mais on est déjà dans la grande montagne, il n'en demeure pas moins que les particularismes de l'époque italienne demeurent très fortement. Et que ces populations se sont mêlées, se sont mariées, ont fait des enfants, etc., mais qu'elles demeurent néanmoins extrêmement différentes. D'ailleurs, une chose qui est très frappante, c'est quand vous passez la frontière dans ces régions-là, dans ces coins-là, eh bien, il y a tout de suite une différence. Les rues ne sont pas identiques. La signalisation n'est pas la même. Les magasins sont différents. Et puis, les uns parlent l'italien et l'autre le français. Eh bien, cet univers-là, qui est très peu présent dans la littérature française, très peu, il est en revanche omniprésent dans l'œuvre de Marilyn, même si c'est loin d'être la seule de tes sources d'inspiration. C'est avec elle qu'on va aller se promener là-bas, au sud de la France, dans l'arrière-pays niçois, effectivement, et même si on va aussi de temps en temps et assez fréquemment dans la grande ville de Nice. Et je voudrais qu'on s'arrête un moment sur le premier de tes livres que tu as publié aux éditions du Seuil, comme pratiquement la totalité de ton œuvre, et qui s'appelle La Seiche. La Seiche date de 1998. Et la seiche, vous savez ce que c'est? C'est un poisson, on peut dire ça, hein? Ou c'est un crustacé? Oui. C'est un être, justement. Oui. La question est déjà compliquée. Oui. C'est un mollusque, plutôt. Enfin. C'est un mollusque. C'est cuttlefish. Oui, très comestible. Hein? Comestible. Très comestible. Et assez peu sexy, il faut bien dire, assez peu ragoûtant. Et alors, comme très souvent dans ton œuvre, on va retrouver ici deux de tes préoccupations. Ce ne sont pas les seules, mais elles sont importantes. Il y a d'une part une description presque esthétique de cet être vivant qu'est la seiche, et puis il y a aussi des considérations d'ordre gastronomique, parce que alors ça chez toi c'est très important. La table, la cuisine, les aliments, la mode de cuisson, l'accommodement des mets en tout genre. Et tu dis à propos de la seiche qu'elle devrait presque avoir honte de sa laideur. C'est presque ça que tu dis. Explique-nous ça. Oui, la seiche, bon, c'est pas du tout que c'est un petit peu loin pour moi, mais quand même.
Oui. 30 ans. 30 ans, enfin... non, 20 ans. 20 ans, n'exagérons pas. Non, 21 ans. Non, 19 ans, pardon, 19 ans, oui. 98. C'est vrai, mais en fait, dans la seiche, qu'est-ce que c'est? C'est un animal qui est presque irregardable parce qu'il nous échappe. C'est pas tellement qu'il est laid, mais c'est qu'il nous échappe en tout cas. C'est qu'on ne sait pas tout à fait. C'est un animal qu'on ne peut pas circonscrire. Ça, c'est un truc je pense, qui est très important pour moi. C'est le fait de ne pas pouvoir assigner à résidence ni l'auteur ni son objet, qui se trouve être là, la seiche. Et donc, c'est un animal que j'ai vu, que je n'ai pas vu dans la mer, mais que j'ai vu, par exemple, au musée océanographique de Monaco. Pardon. Et c'est un animal, oui, qui nous échappe, et qu'en même temps, quand il faut cuisiner très précisément, là, à ce moment-là, il nous appartient. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi dans la cuisine, c'est sa précision. C'est qu'on ne peut pas faire... n'importe... Enfin, en tout cas, moi, je ne fais... Comme dans l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est de suivre une recette, par exemple, c'est de me fier exactement aux mots. C'est un peu ça l'enjeu dans la seiche, puisque chaque chapitre est en fait une injonction d'une recette, et l'auteur se fie exactement aux mots de la recette, et ne dévie pas. C'est pas une cuisinière en vérité, parce qu'une cuisinière, elle invente, elle peut se permettre de dévier. En vérité, et la narratrice là ne dévie pas d'un quart de poil. Elle se fie exactement aux mots de la recette. C'était un petit peu ça le. C'est presque un livre de cuisine, hein. Parce qu'il est divisé en chapitres avec les moments forts, le moment où il faut ajouter. Ah, c'est la recette. C'est la recette et dans le livre. D'ailleurs, cuisinez la mort, bien épicée, je vous prie, la mort qui sent bon et qui donne faim. Cuisiner la mort. J'avais jamais lu. C'est vrai que la cuisine, ça consiste effectivement à cuisiner des morts, que ce soit des animaux, des mammifères, ou que ce soit des êtres marins. Oui, maintenant que j'y pense, maintenant que je pense après tous les livres que j'ai écrits par la suite, c'est aussi peut-être un hommage à tous ces morts qui nous nourrissent. Aussi, il y a ça. Bon, enfin. Il y a aussi un élément omniprésent dans tes livres, qui apparaît dans celui-là, un peu en mineur, c'est la rencontre avec l'autre sexe. Je ne suis pas la seule. Non, heureusement que tu n'es pas la seule, quand même. Mais le désir est constant. Et il y a là, déjà, une scène très belle, très furtive, d'un type qui t'aborde et qui te dit « Vous êtes une vraie femme ». Tu te souviens de ça? Oui, alors ça, justement, manière d'assigner. C'est quelque chose aussi qui est obsédant, qui est sans doute un petit peu obsédant dans la seiche, cette manière de ne pas vouloir être assigné, et le coup de la vraie femme, oui. C'est non seulement ce mot-là, il est aussi dans la bouche si je me souviens bien, du chirurgien qui opère la narratrice enfant et qui, tout d'un coup, déboule dans la chambre et devant l'assemblée, c'est-à-dire les parents, la petite fille et puis peut-être une autre malade, déclare tout d'un coup que ses ovaires orange sont absolument magnifiques. et ce qui assigne donc la petite fille narratrice à être une petite fille et juste une petite fille. Et ça, c'est aussi quelque chose qui à mettre en parallèle justement avec la seiche qu'on ne peut pas circonscrire, cette envie de ne pas l'être précisément. Ce dégoût quasiment d'être assigné à être une petite fille avec des ovaires orange. Orange ou pas orange, mais enfin bon. Admettons. J'enchaîne sur un autre livre. Encore une fois, nous en avons une bonne quinzaine ici. Et je voudrais qu'on passe à celui-ci, qui est pour moi vraiment un des plus beaux textes, qui s'appelle, on dit Anquise ou Anchise? Alors, on peut dire vraiment les deux, mais moi j'aime bien Anchise, parce que je trouve qu'il y a plus de chair.
Vous voyez, les livres de Marilyn ont pratiquement tous le même, d'abord tous le même éditeur, c'est la collection donc de Bernard Comment et créée par Denis Roche, Fiction et compagnie. Et vous voyez, ces livres ont presque tous le même nombre de pages, à peu de choses près. Il y a vraiment une constance dans la manière de raconter ces histoires, tous ces livres étant, à quelques rares exceptions près, baptisés romans. Celui-là, c'est un portrait magnifique d'un homme âgé qui vient de perdre sa femme, qui s'appelle La Blanche, et qui se déroule dans cette fameuse région que j'ai évoquée tout à l'heure. Et j'aimerais que tu nous lises, si tu veux bien, le portrait de cette femme qui a disparu, laissant complètement désemparée cette Anchise, parce qu'il est important qu'on en vienne à quelque chose évidemment de déterminant chez toi, qui est le style. C'est ce que j'ai mis entre crochets, là. Oui, en vérité, la Blanche, elle est morte très jeune. Cette Anchise n'a jamais pu faire le deuil de cette femme. Ce qui n'empêche pas une intimité de 60 ans, même si elle a disparu. Elle était belle, elle était blonde. Pour lui, c'était la même chose. Elle était belle parce qu'elle était blonde. On ne savait pas d'où elle tirait cette blondeur qui confinait à la blancheur, alors que ceux de sa famille étaient bruns comme les gens d'ici. Quelquefois, on l'appelait la Blanche. Ses longs cheveux blonds étaient réunis en une natte qui se balançait perpétuellement dans son dos, et il rêvait du jour où elle déferait sa natte pour lui seul, et où il serait emporté par la blondeur éblouissante de ses cheveux défaits. Il aspirait ne pas en réchapper, et qu'à jamais il soit comme noyé, comme stupéfié, aussi demeuré que leur demeuraient de voisins. Anchise n'avait pour ambition que de s'abîmer dans la stupeur que lui causerait le déferlement de la blondeur de celle qui serait devenue sa jeune femme. Elle était d'autant plus blonde que ses yeux aussi étaient blonds, pas miel, pas doré, blond, comme ses cheveux. Elle avait des yeux blonds, de sorte que son regard était léger comme ses manières. Lorsqu'elle vous regardait, c'était la caresse vaporeuse de ses cheveux à laquelle on pensait. Son regard n'était pas léger parce que ses yeux étaient transparents, mais parce qu'il évoquait immanquablement la chevelure qui l'auréolait. Les yeux d'Anchise, par exemple, sont plus transparents. Il a des yeux d'un bleu qu'on dirait au bord de s'évanouir, un bleu tremblé, magnifique et presque invisible. Son regard n'en est pas léger pour autant. Il entraîne loin, plus loin qu'on voudrait parfois. Mais ça ne lui faisait pas peur à la Blanche, déliée comme elle l'était. Elle se serait soumise aux plus violentes des bourrasques qui l'auraient emportée comme un fétu de paille de l'autre côté du monde. On est dans... Là, j'ai vraiment pensé à Giono, je dois dire, en lisant ce livre, écrivain que personnellement j'aime pas du tout, qui m'ennuie, etc., que je trouve solennel, pompeux, faux poète, enfin bon, je déteste Giono. Mais là, non, mais en même temps, il a senti la Provence comme personne. Non, ça m'a fait penser parce que le paysage, et tu parles de la lumière, il faut reconnaître qui sait faire ça. Moi, je déteste pas du tout Giono, alors. Non, mais tu as le droit. T'as le droit. D'ailleurs, tu évoques deux écrivains de cette région dans ce livre, c'est Giono et Pagnol. Ah, j'évoque Pagnol ? Ben, absolument. Je peux même te dire où, à la page 25. Ah oui, je sais ce que c'est. C'est ouais. Voilà. Et voilà. Il a crié très fort depuis chez lui, une voix de stentor, dit-il avec fierté de sa propre voix, en déformant un peu le mot de stentor. On pense à des personnages des films de Pagnol, mais la bonhomie en moins et l'accent qui ne chante pas tant que ça. Hein, et là, il y a une prégnance alors de la lumière qui est d'ailleurs, c'est vrai, caractéristique de cette région. Oui, je crois que peut-être c'est mon sujet, au fond. Ouais. c'est... Métaphoriquement, disons. Mais pas seulement, je pense, parce que je crois que ça nous... Je crois qu'au fond, ça fonde le regard, quoi. Ça nous fonde complètement. D'ailleurs, au début que j'ai publié au Seuil, je sais que cette maison que j'ai adorée, dans laquelle j'ai été accueillie, etc. Mais on me disait, mais qu'est-ce que vous faites à Nice, dans cette ville? Et qu'est-ce qu'il y a à part la lumière? Je disais, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même énorme. Enfin, pour moi, c'est tout, quoi. J'ai pas besoin, il n'y a pas besoin d'autres raisons pour vivre à Nice que celle-ci. D'ailleurs, je parle en plus devant quelques Niçois, à vrai dire. Alors, je fais gaffe à ce que je dis. Mais si les peintres sont venus à Nice, c'est bien pour cette raison unique de la lumière. Donc,
Pour ma part, je m'en contente. Mais je pense que c'est quelque chose qui habite mes livres complètement, oui. Enfin, qui habite, je tourne autour de cette lumière, où elle m'habite, enfin, je ne sais pas, mais je pense que c'est mon grand sujet, quoi. Alors, Anchise est flanqué de voisins très pittoresques, que tu racontes, je dois dire, avec beaucoup d'esprit. Et puis, il y a un personnage secondaire, mais qui ne l'est pas tant que ça, qui est une route. T'aimes bien les routes, t'aimes bien les bagnoles, d'ailleurs. Et là, celle-là, c'est la départementale 2204, hein, c'est une de tes héroïnes. Et au fond, c'est le théâtre, c'est là que ça se passe, de part et d'autre de la route en question. C'est marrant, d'ailleurs, parce que j'évoque Denis Roche, parce qu'il est mort il n'y a pas si longtemps, qui a été celui qui a publié donc, La Sèche. Et c'est lui qui m'a obligé, si on peut dire, enfin, qui m'a dit « il faut que tu nommes cette route ». Et que cette route ne reste pas une route comme ça, et que ce soit la route. Il faut donner le. Et bon, il me demandait tellement peu de choses que je l'ai fait de bonne grâce. Et je pense qu'il avait raison, oui. C'est parce que au fond, ces livres sont très inscrits dans un pays et il l'invente aussi. Évidemment, c'est un pays inventé, mais qui a avec des points comme ça, des points d'ancrage qui font qu'ils ne s'envolent pas. C'est très concret, hein, c'est pas du tout une littérature de l'abstraction. On est dans le vivant, c'est pas le vécu, c'est le vivant. C'est la même chose dans un texte qui s'appelle Le Petit Col des Loups. Le Petit Col des Loups, j'ai eu l'impression qu'il existait pour le coup, le Petit Col des Loups, parce que tu le fais vivre. C'est un lieu d'ailleurs, c'est probablement un col. Parce que là, c'est la suite de ce que je disais sur la départementale en question. Et là, dans ce livre, là, on change quand même d'objet, puisque l'héroïne est une jeune fille, c'est même pas une jeune femme, qui est enceinte d'un garçon qui est en Algérie, qui est mobilisé. Algérie dont ils parlent d'ailleurs tous les deux avec beaucoup d'émotion. Et elle se confie à un personnage inoubliable qui s'appelle Marie-Marthe, qui est... Elle a tous les sens sont développés chez elle. C'est quelqu'un d'extrêmement sensuel, comme beaucoup de tes personnages. J'aimerais que tu évoques cette Marie-Marthe et le lien qu'elle entretient avec cette toute jeune fille. Oui, alors je vois d'ailleurs, pardon, je dévie juste un petit peu. C'est pas grave. Parce qu'on parlait de la route, on parlait de l'Algérie. C'est vrai qu'il y a des motifs comme ça dans mes livres que je n'abandonne plus jamais. J'ai le sentiment d'être responsable, au fond, des motifs comment dire, qui arrivent comme ça dans mes livres, pas comme un cheveu sur la soupe, mais... Et que tu ne les abandonnes pas. Non, je les abandonne jamais. D'ailleurs, Anchise, on va le retrouver dans un autre de tes livres. Voilà, exactement. Et puis la route aussi. La route, parce qu'elle va être... la route, parce qu'elle va être en chantier, précisément. Alors, l'Algérie, ce sera dans mon prochain roman. Bon, enfin, voilà. J'ai le sentiment, et même mes personnages, j'ai le sentiment, oui, que je suis responsable de leur existence et que je ne peux pas, comme ça, les congédier. Donc ils reviennent. Alors ça devient un petit peu fou parce que il y a des livres où il faut qu'ils soient tous là, que je fasse la somme de tous ces motifs. Bon, ça fait du monde à la fin. Et cette Marie-Marthe, Le Petit Col des Loups, on peut dire que c'est vraiment un livre de, même si ça se voit pas vraiment, c'est vraiment un livre d'enfance au fond. Et Marie-Marthe, c'est une... Je l'ai vraiment rencontrée pour de vrai, tu t'en doutais. Elle s'appelait pas Marie-Marthe, mais c'est une dame qui m'a un petit peu gardée comme ça et qui était un petit peu foldingue, mais vraiment formidable, et qui m'a parlé de choses très étonnantes. Alors, elle me parlait comme à une grande personne, qui plus est. Donc, elle me parlait d'un pays aussi, parce qu'il n'y a pas que les écrivains qui inventent des pays, hein. Ceux qui y habitent aussi. Et donc c'était une bergère en fait, cette Marie-Marthe. Et elle m'a... Oui, je pense qu'elle a agrandi aussi mon regard sur ce petit pays. J'ai oublié de dire qu'un bon nombre des ouvrages de Marilyn sont là grâce à nos amis d'Albertine, et vous pourrez, si vous le souhaitez, en accueillir quelques-uns que tu te feras un plaisir de dédicacer. On continue ce passage, non pas en revue, parce que effectivement, c'est très cyclique, hein, les personnages, les lieux, les intrigues, même quelquefois, se retrouvent dans ton œuvre, avec
parfois des plongées alors qu'ils n'ont rien à voir. Ça aussi, c'est une histoire étonnante. Un livre qui s'appelle Amanscal, je sais pas, enfin, comme c'est en Italie, il faudrait peut-être dire Amanscale ou quelque chose comme ça. Ah non, 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 parce que c'est Nice. Ah ben, moi j'ai lu comme, parce que c'est un voyage en Italie. Hein, C'est le Goinfre, le voyage en Italie. Ah non, ils vont... je confonds, mince. Non, c'est peut-être moi qui confonds. Attends, le Goinfre, t'as raison, c'est Bari, oui, absolument. Oui, pardon, ben non, je sais pourquoi, j'ai sauté une page. Voilà, je lisais à propos d'Amanscal ce que j'ai écrit sur l'autre, pardon. Alors, Amanscal, ça existe ce nom-là? Non. Bon, c'est magnifique. C'est un lieu où se retrouve une femme belge, d'ailleurs, qui s'appelle Linda Groth, et elle est totalement émerveillée de cet endroit imaginaire, donc. C'est vraiment... Inspiré, bon, c'est un peu un nom que j'ai forgé à partir d'un mot grec qui signifie aisselle, parce que à Nice, j'ai habité dans un endroit qui était, que les Niçois reconnaîtront, qui n'est autre que le Majestic. J'avais loué un appartement là où la vue... Ça, c'est vraiment le rêve de Nice, c'est-à-dire... un ancien hôtel un ancien hôtel, voilà. Oui, c'est ça, oui. Le début de Cimier, bon, etc. Et on voit la baie. C'est à Cimier. Oui, d'accord. C'est vraiment au tout début de Cimier. Cimier. C'est en hauteur, là où il y a le musée. Oui, alors là, c'est au tout début. Bon, mais quand même, comme j'habitais un étage élevé, et tout d'un coup, c'est vrai que cette baie m'est apparue comme ça, comme une aisselle ouverte d'une nageuse, quoi. Et donc, j'ai un peu forgé... J'avais, jusqu'à Amanscal, en fait, j'avais du mal à parler de Nice, en utilisant son nom pour de vrai. C'est curieux. Mais je pense que dans l'écriture aussi, on se forge des contraintes qu'on ne cesse de bousculer, au fond. Moi, il y a des mots que je ne pouvais pas du tout employer. Par exemple, le mot « cœur ». Je trouvais que ce mot était épouvantablement dégoûtant. Jusqu'au moment où j'ai pu l'employer. Mais je pense que le fait d'avoir ces contraintes, ça permet d'employer les mots, mais d'une autre manière. Et enfin, quand j'ai réussi à parler de Nice, tout simplement de Nice, c'était parce que j'en étais passée par Amanscal. Et par justement cette nageuse, cette baie ouverte, etc. Et par le fait qu'elle est décrite par une étrangère, cette Linda Groth, qui a un problème aussi avec son nom. Ouais. Et je dois dire aussi que, moi, très souvent, peut-être parce que je viens de l'extrême sud-est et que je publie à Paris, j'ai souvent le sentiment de faire partie de la littérature étrangère. Ça peut vous paraître bizarre, mais s'il y avait une catégorie littérature étrangère, ça ne me gênerait pas d'y être, vous voyez. C'est curieux. Comme si c'était un petit pays comme la Suisse, où la langue m'importe beaucoup. Ma langue, c'est le français, c'est sûr. Mais j'ai l'impression d'être un petit peu... Alors, c'est pour les raisons que tu as dites. Ouais. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai été considérée comme étrangère dans ce pays lui-même. J'habitais dans un petit village où j'ai vécu une enfance tout à fait... je ne veux pas dire que ça m'a beaucoup... handicapée, ce que je vais vous dire, mais où on m'a traité d'étrangère parce que tout simplement je m'appelais Débiol. Et on est étranger pour rien parfois, pour pas grand-chose. Et parce que Débiol, c'est un nom haut-savoyard. Vous voyez, oui. Ugine. Et voilà, on va parler d'Ugine. Et dans ce village, on m'a traité d'étrangère, et on a même écrit ça sur notre garage, par exemple. On avait dessiné des petits balais en écrivant du balai des étrangers. Donc... Alors, mais personne dans le village ne savait que ma mère était italienne, c'était pas du tout pour ça. C'était vraiment par ce nom qui est ultra français quand même, mince. Et voilà, et ça m'a donné, je pense, cette sensibilité que je partage avec beaucoup, hein, du reste. Et je pense que c'est pas mal pour l'écriture. C'est pas mal, au fond, de se sentir étrangère ou étranger. Étrangère et aussi quelquefois à son sexe. C'est pas du tout étrangère encore une fois à l'assignation, voilà.
D'ailleurs, on va y venir, puisque dans le prochain de tes livres, tu changes de sexe. Le narrateur change de sexe. C'est un garçon. Dis donc, à Manscal, c'est peut-être Nice, mais alors il y a un volcan en éruption. Oui, voilà, non, c'est un Nice, c'est une Nice tout à fait imaginaire, oui. Oui, Oui, il y a un volcan. Bon. Ça pourrait être le Mont Chauve, qui n'est pas du tout volcanique, mais bon, ça pourrait être ceux qui... Je parle pour les Niçois. Oui, oui. Tu parlais tout à l'heure de ton sentiment de l'étranger, d'être de l'étranger, mais tu ne vis pas par hasard dans l'arrière-pays niçois. Ce terme d'arrière-pays, ça dit bien ce que... Oui, alors, d'ailleurs, c'est un mot qui est maintenant devenu très inconvenant. On n'appelle plus officiellement l'arrière-pays. Maintenant, ça s'appelle le moyen pays ou le haut pays. Et les gens trouvent que c'est mieux d'habiter le moyen pays. C'est pas terrible, hein, quand même. C'est affreux. Ouais. Mais l'arrière-pays, ça évoque l'arriération, toute chose qui... Oui, c'est comme la Charente inférieure, qui est devenue la Charente tout court, ou la Seine inférieure, qui est devenue maritime. Oui, enfin bon, tout ça n'a pas une grande importance. Si, ça a une importance quand même, parce que... c'est pays qui est bien là-dedans. Voilà, mais aussi l'arriération, moi je me sens tout à fait capable de l'assumer. Alors, le goinfre. Ça, c'est un livre bizarre, quand même. Oui, c'est un livre bizarre. D'abord parce que celui qui dit « je » est un homme. Je sais bien que maintenant, transgenre, tout ça, enfin, c'est un homme qui raconte. Et là, pour le coup, c'est vraiment le passage de la frontière. C'est encore un mot crucial dans ton œuvre, ça, la frontière. Puisque tu habites quasiment la frontière, toi. Et c'est plus qu'une source d'inspiration. Et c'est un voyage en Italie, comme aurait dit Rossellini. Hein, et en particulier vers les Pouilles de cette région magnifique, et en particulier la ville de Bari. Et je ne me souvenais pas que la ville de Bari était aussi spectaculaire que tu le racontes, mais j'ai peut-être de mauvais souvenirs. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé cette ville, dans laquelle j'ai été invitée d'ailleurs par une université qui a créé un festival de l'extrême contemporain. Et c'est une ville très étonnante, oui. C'est pas du tout la ville phare touristique des Pouilles. C'est un port. Mais c'est un port, et puis il y a une vieille ville formidable, avec des rues noires et blanches pour qu'on puisse s'y reconnaître. Enfin, pour que ceux qui y habitent puissent s'y reconnaître, parce que pour les autres, c'est moins clair. Mais c'est vraiment magnifique, oui. Au début, il n'y avait rien eu. Panique, bonne humeur déplacée, rire nerveux, turbulence, bruit, s'était même déposé comme une lie et se tenait tranquille. Au début, je respirais mieux. J'avais soif cependant, j'avais toujours soif. J'essayais toutes sortes de boissons, j'essayais beaucoup de limoncello, l'alcool qu'on sert à la fin des repas. Aux hommes, la grappa, aux dames, le limoncello, plus sucré, plus suave, mais bien titré. Je n'ai pas de goût pour les alcools forts. Il me semblait pourtant que la couleur jaune, le citron, devait m'apaiser. Il m'apaisait en effet un moment. Il m'arrivait d'en boire dans de grands verres, comme de la limonade. J'étais à Bari depuis un mois. Ce n'était pas encore l'été, mais il faisait déjà très chaud. Était-ce la raison de ma soif? Il y a beaucoup de couleurs jaunes dans ce livre. Tu te souviens de ça? De la petite robe jaune, par exemple, à la fin. Ah non. Voilà. Heureusement que je suis là pour relire tes livres. Elle aussi, elle danse dans son adorable petite robe jaune. Elle aussi qui vécut avec moi sur la colline Sainte-Agathe, pas bien longtemps, un peu plus d'une année. Mais elle envoûta la colline. Elle l'envoûta si bien que parfois les lieux me paraissent hostiles. Je passe, sa robe, il faudra que je la sorte de la valise, que je la aère, que je la lui rende. Elle doit lui manquer. Pendant longtemps, elle n'avait pas porté de jaune. On lui disait que ça jurait avec ses cheveux roux, les imbéciles. Une robe jaune tirant sur l'orange et qui aurait, paraît-il, juré avec la couleur de ses cheveux, alors qu'elle en déployait le rayonnement, l'affiliait aux fruits d'or, à la quantité invraisemblable de fleurs allant du jaune au rouge, au kaki, aux grenades, aux sanglantes oranges. En effet. Hein? Il y a un tropisme là, je n'ai pas rêvé. Non, c'est une espèce de cri d'amour à l'égard de cette Italie que tu connais très bien, puisque tu es à moitié italienne, par tes ascendants. Et on a le sentiment d'une proximité extraordinaire, même quand la langue ne facilite pas le dialogue. Par exemple, il y a un personnage magnifique, c'est une veilleuse de nuit. Bon, parce que notre héroïne, enfin notre héros plutôt, habite dans un hôtel et
Moi, j'ai toujours, comme vous sans doute, entendu parler de veilleur de nuit. C'est un mot masculin, enfin, dans l'usage général. Ben là, il y a une veilleuse de nuit. Elle est italienne et elle porte un nom français. Elle s'appelle Renée. Ah oui, Renée, ça c'est... Bah oui, c'est raconte-nous ça. C'est aussi un autre motif. Oui. Mais le motif de Renée? Oui. Non, puis tout ça. La veilleuse de nuit, qui a un charme fou, apparemment. Oui, mais Barry, c'est vraiment un livre de... J'allais dire un livre des gens, mais comme s'il était absent dans mes autres livres. Mais là, c'est quand même un livre de rencontres, oui, de personnages un peu mi-inquiétants ou qu'on aurait déjà connu, qu'il aurait déjà connu en France, mais dont il retrouverait, voilà, c'est plutôt ça. Comme s'il retrouvait en Italie, ce narrateur, des doubles de ce qu'il a déjà connu, en quelque sorte, et qu'il les retrouve à Bari. C'est un livre un peu comment dire, j'allais dire une horreur, mais c'est un livre un peu raté, je trouve. Parce que, enfin, pour moi, hein, mais il est très important pour moi, même parce qu'il y a des choses que j'ai pas explorées jusqu'au bout, par exemple, l'histoire du meurtre. Mm-hmm. Je trouve que là, il y a un truc qui pêche. C'est pour ça que je dis qu'il est raté. C'est pour ça que j'ai du mal à parler de ce livre, mais en même temps, les ratés, les ratages, ça, c'est un truc qui est important, je trouve. Le livre, ça m'a permis d'être plus précise dans les livres d'après, de ne pas passer sous silence des choses que j'ai un peu légèrement évacuées, comme cette histoire de meurtre. Je trouve que c'est pas évident quand même. Bon, je parle du ratage du livre. C'est pas du tout ce que tu me demandais. C'est pas grave. Mais l'important, c'est d'en donner la teinture, d'en donner l'idée. Il y a des personnages, j'allais dire secondaires. Cette femme qui s'appelle G, par exemple, qui est tout à fait... c'est un diminutif. Hein, oui. G. Bon, c'est... Non, je sais pas. Oui, ouais. c'est un peu un maelstrom, ce livre, voilà. C'est un peu un bouillon où il y a beaucoup de personnages qui se chahutent, qui entrent en concurrence, et le goinfre, c'est un peu ça aussi. C'est le goinfre, c'est l'appétit. Oui. C'est l'appétit pour ces rencontres, l'appétit pour ces rencontres, pour les gens, pour cette envie de les dévorer d'une certaine manière. C'est une apologie du départ. Hein. Ça commence comme ça, la pulsion du départ, partir, franchir la frontière, accéder à l'Italie. Alors l'Italie, on va la retrouver largement, mais pas uniquement, dans un de tes livres, à mon avis, vraiment les plus réussis, qui d'ailleurs est ici même en collection de poche, qui s'appelle Primo. Primo étant un personnage, parmi d'ailleurs beaucoup d'autres. Oui, c'est moins raté. Non, c'est un livre qui est très rond, celui-là. C'est vrai que l'autre ne l'est pas, il n'est pas rond. Ça, c'est très rond. Alors, il faut savoir que là, il est beaucoup d'éléments qui proviennent de ta propre biographie, avec une partie de la famille qui vient de Savoie, d'Ugine, ville industrielle sans charme particulier, je crois qu'on peut dire ça, et une autre partie qui vient d'Italie, c'est-à-dire de gens qui ont quitté l'Italie pour s'installer en France, en particulier des gens venus du Piémont. Et on va se retrouver, tu vas aller te promener, tu vas évoquer Ugine, donc cette ville, et puis tu vas aller à Turin. Et alors ça, Turin sous ta plume, c'est la plus belle ville du monde. Oui, est-ce que Primo, ça vient après le goinfre? Oui, Primo, ça vient en 2005 et le goinfre en 2004. Ben voilà. Mais quand je voulais... Alors, précisément, je m'en doutais, mais j'en étais presque sûre, mais bon, les confirmations, c'est qu'après le goinfre, après ce maelstrom, vient Primo, qui est un livre beaucoup plus précis, et justement où, là, je fais une enquête, au fond. Sur la famille. Sur la famille, sur une histoire que je subodorais chez ma grand-mère, qui est arrivée à ma grand-mère, mais que j'ignorais. Ma grand-mère donc meurt au début des années 2000, et en fait, je fais une enquête qui m'amène non pas à revenir vers le passé, mais au contraire à aller faire des recherches dans cette ville de Turin. Et donc, c'est comme si j'allais vers quelque chose que j'ignore de ma grand-mère, et sans aucune nostalgie, sans aucun ressassement, je ne vais pas du tout... le mouvement de Primo n'est pas d'aller vers le passé. C'est vraiment de faire
Une enquête, oui. En plus, une enquête qui est dans le mouvement ultra rapide, parce que tout ça se passe très rapidement, parce qu'à Turin, non seulement qui est une ville que j'aime beaucoup, ça se sent dans ce livre, mais aussi où on va m'aider d'une façon incroyable, où tout va se dénouer, alors que cette histoire est très ancienne. Ma grand-mère, donc pour faire bref, est allée à Turin au début des années 30 pour accoucher de son deuxième fils, qui va s'appeler René. Ce fameux René qu'on a vu être une fille, mais qui reviendra très souvent, René, qui aurait pu s'appeler Renato, mais il s'appellera René en français. Bon, et en fait, pourquoi elle francise tous les prénoms. Valerio devient Valère et Renato. Exactement, puisque mes grands-parents avaient déjà immigré en France, avaient abandonné leur langue et s'étaient appelés de prénoms français, comme aux États-Unis. Il avait été coutume de le faire, mais en France, c'était exactement pareil. Donc ma grand-mère s'appelait Amélie et mon grand-père Valère. Voilà. Et surtout, il ne parlait plus italien, non plus. Et ma grand-mère donc avait perdu son fils Primo, son premier, Primo, qu'elle avait amené avec elle pour accoucher de René à Turin. Et je savais qu'elle avait perdu un fils, en vérité, elle en avait perdu 2. Il y avait des photos qui étaient dans l'appartement, etc. C'était pas du tout une histoire, c'était pas du tout un secret de famille. C'était simplement que ma grand-mère ne voulait pas nous alourdir, alors qu'on venait en vacances chez elle avec ses histoires morbides. Et donc elle ne m'avait jamais parlé de cette histoire. Et en vérité, ce que j'apprends quand je vais à Turin, c'est que ma grand-mère a été accouchée à Turin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une espèce de propagande des fascistes de l'extérieur, ceux qu'on appelait les fascistes de l'extérieur, qui étaient en France, qui disaient qu'accoucher en France était extrêmement dangereux et qu'il valait mieux aller accoucher en Italie, tout simplement pour que les femmes, justement, aillent accoucher de petits Italiens. Et notamment à Turin, où il y avait un établissement qui prenait ces femmes en charge totalement, les enfants qui l'accompagnaient, etc., et qu'elles pouvaient rester autant de temps qu'elles voulaient, tout était pris en charge. Et donc ma grand-mère est partie seule, sans son mari, avec son premier-né, qui a 2 ans, et elle va accoucher de René dans cet établissement tenu par des bonnes sœurs. Manque de chance, ma grand-mère donc accouche de René, mais son premier Primo attrape la rougeole et en meurt. Et là, catastrophe pour l'établissement si merveilleux. Donc il s'escamote le corps, il l'enterre à la sauvette pendant que ma grand-mère se relève de ses couches. Et quand ma grand-mère évidemment ne voit ni le corps ni le lieu de la sépulture, et ils embarquent ma grand-mère dans le train, ils lui font prendre le train de retour, que tout cela disparaisse. Voilà. Et en vérité, quand je suis arrivée à Turin, par miracle, je suis tombée sur les bonnes personnes qui m'ont déroulé l'histoire complètement. J'ai trouvé l'affiche. Alors il y avait eu aussi ensuite, finalement, on m'a dit que ma grand-mère avait cru qu'une famille riche avait pu enlever l'enfant dont la femme était stérile, par exemple, et que finalement ce Primo serait devenu, je ne sais pas moi, l'héritier des usines Fiat ou je ne sais quoi. Bon, en vérité, malheureusement, j'ai retrouvé donc les papiers qui prouvaient qu'il était bien mort de la rougeole, toute chose que j'ignorais bien entendu. Et dans l'établissement en question, dans l'établissement tenu par des sœurs, il y avait des archives qui m'ont permis de recoller les morceaux, non seulement à la ville, mais aussi dans l'établissement. Donc c'était un voyage extraordinaire. Parce que j'apprenais aussi que ma grand-mère avait fait partie de cette grande histoire, ce qu'elle ignorait complètement. Enfin, là, il lui était pas apparu du tout que tout cela avait quelques rapports avec Mussolini, par exemple, ou avec les fascistes. Pas du tout. Elle avait subi cette propagande sans savoir d'où elle venait en vérité. Mais
la ville de Turin est très présente. Tu parlais de Fiat à l'instant, tu évoques le Lingotto, cette extraordinaire piste hélicoïdale d'essai qui existe toujours, là, à côté de l'endroit où se déroule la fameuse foire de Turin d'ailleurs, qui est un truc incroyable, enfin, stupéfiant d'audace architecturale. Et puis plein d'autres choses. Tu parles très bien des cafés de cette ville merveilleuse et très belle, effectivement. C'est un chant d'amour à la langue italienne. Il y a des passages en italien dans ce livre. Et puis tu t'amuses avec des choses comme ceci. Je retourne à Turin, torno a Torino. Mon retour est écrit en italien dans le nom de la ville. De nouveau, je prends le petit train qui passe par la montagne, Sospel, Tende, Cuneo, ces jours fériés 1er novembre. Dis-nous un mot de cette, je crois, de cette ligne de chemin de fer qui existe toujours, bien que menacée, que moi j'ai empruntée, mais il y a 15 ans, qui effectivement va de Nice à Cuneo, de l'autre côté de la frontière. Cuneo, qui je crois n'est pas dans le Piémont, mais en Ligurie, si mes souvenirs sont bons. Enfin, peu importe, on s'en fout, dans une province de l'autre côté. Et c'est un train extraordinaire. Le parcours est sidérant, et alors on passe par cette fameuse gare de Saint-Dalmas-de-Tende, qui nous enchante. Raconte-nous ça, parce que c'est des choses qui sont complètement inconnues et qui sont d'une originalité, ça ressemble à rien d'autre. Oui, ça fait partie de ce petit pays donc, qui m'inspire parce qu'il est... Mais là aussi, il faut aller vers lui parce qu'il est inconnu. Oui. Mais d'ailleurs, c'est comme la langue italienne. Moi, comme je ne l'ai pas parlé avec ma grand-mère et comme je l'ai apprise à l'école, c'est en même temps une langue vers laquelle je vais qui m'enchante d'autant plus qu'elle m'échappe. Et donc, ce petit train, ça fait partie des prouesses architecturales de ce pays qui est l'arrière-pays niçois, qui est extrêmement montueux, qui est extrêmement difficile, qui est déjà comment dire, en soi, qui est une folie. Oui. Vraiment, il y a des villages perchés complètement dingues. Ouais. Il y a des... Certains ne sont pas accessibles en voiture. Voilà. Saorge, il faut marcher. C'est quand même rare en France un village qui ne soit pas accessible par une route. Il y a un chemin, on laisse la bagnole et on marche. Il faut dire que le paysage est hallucinant. Oui, c'est très bon, on dirait un village tibétain. Ah oui, c'est incroyable. Et il y a donc et pour franchir donc alors en voiture il y a des cols et des cols, c'est assez compliqué. En revanche, il y a un train absolument incroyable qui a été d'ailleurs fait par les Italiens au début du siècle. La route est une prouesse extraordinaire aussi. D'ailleurs, j'en parlerai dans un autre livre. Oui. Mais moi, un de mes motifs aussi, c'est les prouesses des hommes quand même. La nature, c'est merveilleux, mais les prouesses réalisées par les hommes, c'est quelque chose qui me concerne. Les routes, on en a déjà évoqué une. Et là, c'est une autre, c'est une voie de chemin de fer. Voilà, et cette voie de chemin de fer, elle est prodigieuse parce que elle est enfin, moi, la première fois que je l'ai empruntée, tout d'un coup, je me disais, mais comment se fait-il que l'on voit un même monument, comment dire, on ne passe pas devant le monument, on le voit un coup en bas et puis on le voit de plus haut. C'est très étrange. Je bigle ou quoi. Et donc je demande au contrôleur qui était tout content que quelqu'un l'ait remarqué et qui m'a dit, mais bien sûr, c'est une ligne qui, à ce moment-là, est hélicoïdale. Alors on parle beaucoup de ces chemins de fer en Suisse, il y en a quelques exemples, mais celui-ci, on n'en parle jamais de cette prouesse architecturale complètement dingue quand même, qui consiste, et il y a des tunnels hélicoïdaux comme ça, qui font que l'on voit les choses depuis un point de vue, puis depuis plus haut. C'est complètement hallucinant. Mais ça fait partie de cette... de la folie de ce pays, des prouesses qu'il faut déployer pour pouvoir l'habiter. Il existe toujours. Enfin, la voie de chemin de fer existe toujours. Oui, elle existe toujours, mais elle est tout à fait... comment dire, contestée, on voudrait l'arrêter. Enfin, mais il y a un mouvement... Il y a des passionnés, et puis il y a aussi il y a des gens qui l'utilisent tout simplement. Parce que pour les gens qui habitent là, voyager en train ou en voiture, c'est une autre aventure. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, ne m'en veuille pas sur cette pièce qui s'appelle Les Corbeaux,
parce que je voudrais qu'on s'arrête sur le livre d'après qui s'appelle Les draps du peintre, 2008, et qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Là, c'est d'ailleurs plus le jaune, la couleur dominante, c'est le bleu. C'est le portrait d'un peintre que tu as très bien connu, qui s'appelle Jean-Pierre Pincemin, un peintre magnifique, disparu assez prématurément en 2005, et qui, il faut bien le dire, y a mis du sien en ce qui concerne cette disparition. Il était né en 1944, donc il avait une soixantaine d'années. Et le fait est qu'il ne détestait pas les boissons fortes, tu ne le caches nullement. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans ta vie. C'est un récit tout à fait autobiographique, et en même temps qui est une espèce de... Comment dirais-je? C'est une marche vers la folie, vers la fin de la conscience pour cet homme, qui est un peintre extrêmement réputé et absolument magnifique par ailleurs. D'ailleurs, voilà, il orne, l'une de ses toiles orne la couverture. Tu écris « Il se prend pour Véronèse et Billy Holiday ». T'as écrit ça? De Jean-Pierre Pincemin. C'est gonflé. Non, peut-être était-ce le cas, je ne sais pas, je ne l'ai pas connu. Mais ça, l'histoire de est-ce que je peux dire l'histoire, l'anecdote de l'écriture de ce livre? Parce que bon, en vérité, c'est vrai que la peinture compte beaucoup pour moi. C'est lié aussi, alors pour faire le lien, c'est lié aussi sans doute au petit pays que j'habite et que j'invente, mais qui quand même existe pour de vrai, qui a beaucoup rassemblé de peintres et qui m'a donné, comment dire, l'occasion très tôt de voir de la peinture. Alors je n'avais aucune raison pourtant, parce que mes parents n'étaient pas du tout des intellectuels, etc. Mais par exemple, quand j'étais petite, à l'adolescence, j'ai fait du stop, à l'époque ça marchait très bien, et j'ai été à la Fondation Mag, par exemple, où j'ai appris la peinture moderne, au fond, enfin, en partie. Et puis, un peu plus tard, c'est vrai que c'est un endroit où il y a beaucoup de peintres qui habitent toujours, il y a des vernissages, ce qui permet pour des gens qui ne viennent pas d'un milieu d'artistes, etc., une espèce de perméabilité comme ça. Moi, j'ai rencontré beaucoup de peintres très, très, très jeunes, des revues aussi. Je pense qu'il y a quelque chose sur la Côte d'Azur qui permet des passages entre qui ne rend pas perméables les classes sociales, par exemple. Curieusement. C'est bizarre, parce que la Côte d'Azur, on la voit tout à fait autrement, mais pour moi, ça a vraiment été ça. Et grâce, au fond, au monde artistique. Donc, j'ai eu une... Je pense que la peinture, ça compte presque autant que l'écriture, d'une certaine manière, pour moi. Et la sculpture, depuis... Et la sculpture. Mais, je pense aussi que, vraiment, ça me donne une certaine liberté. Je dois à la peinture et à la sculpture la liberté que je prends, que j'essaie de prendre, parce que c'est toujours une ambition, dans mon écriture. Je peux le dire maintenant, après avoir écrit quelques livres, quoi. Et alors, l'histoire de ce livre, quand Denis Roche a pris sa retraite et donc a donné... le directeur de la collection dans laquelle voilà, qui est le créateur de la collection Fiction et compagnie, pardon, qui est une collection assez importante en France, enfin qui a publié beaucoup de choses, comment dire, de l'ordre de la recherche, de l'ordre de l'expérimentation, mais pas seulement. C'est vraiment une collection très ouverte. C'est Bernard Comment, donc, qui a repris cette collection. Et Bernard Comment est très intéressé par les arts plastiques. Bon. Et alors, était-ce pour rentrer en communication avec lui, etc. Je lui raconte... j'ai bien connu Pincemin, en fait, Jean-Pierre Pincemin, mais par l'entremise d'autres. Je l'ai rencontré que 2 fois, en vérité. Et je raconte, et au fond, pour rentrer en communication avec Bernard Comment, je lui raconte avec un peu de drôlerie, espérais-je, ces rencontres, parce qu'elles étaient assez hautes en couleur. Donc je lui raconte ces rencontres avec Pincemin pour l'amuser, en vérité. Ça l'amuse, d'accord, mais à la fin, donc on parle de tas d'autres choses, et puis finalement, à la fin de notre déjeuner, puisque c'est le rituel, à la fin de notre déjeuner, il me dit « Mais vous devriez écrire sur Pincemin ». Je lui dis « Vraiment, alors là, jamais de la vie ». C'est vraiment, mais c'est pas du tout dans mes...
c'est pas du tout dans mes vues. Et bon, ça c'est... Je rends hommage au fond au travail de l'éditeur parce que pendant des mois et des mois, il est assez têtu comme genre, chaque fois qu'on se voyait ou qu'on se téléphonait, il me disait « Mais vous n'oubliez pas le livre sur Pince-Main ». Chaque fois je riais en disant « Pas du tout ». Bon, et en vérité, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'on ne raconte pas à un éditeur, c'est ce qu'on raconte à un copain. Si je racontais cette histoire, c'était peut-être pour le faire rire, mais aussi... il y avait peut-être quelque chose. Et j'ai fini par entendre, ou alors il a fini par me bassiner. Et donc, mais tout ça pour dire que c'est pas anodin, parce que je suis rentrée dans ce livre un peu à reculons. Je ne voulais pas l'écrire parce que c'était quand même très difficile. Très, très, très difficile. C'est vraiment le livre qui m'a le plus coûté, je pense. Un des livres qui m'a le plus coûté. Mais je devrais... Enfin, c'est pas à moi de le dire, mais c'est quand même le livre que je préfère. Ben parce que parler d'un peintre, d'abord, parler de la peinture, c'est toujours extrêmement compliqué. Mais là, qui plus est, parler d'un peintre que je n'avais rencontré que 2 fois et dont j'avais beaucoup certes, beaucoup d'informations, et j'avais beaucoup de ses œuvres. Oui. Bon, ça c'est majeur. Il d'ailleurs figure en partie dans le livre. Il y a quelques esquisses. Oui. Dans le livre. Mais c'est quand même une responsabilité. C'est quand même très compliqué. Et surtout que c'était un personnage, comment dire, c'est pas un personnage du tout policé, et je ne voulais pas le rendre policé non plus. C'est un personnage, au fond, aussi, voilà, je ne suis pas originale en cela, qui m'était un peu, comment dire, qui n'était pas aimable. Non. Pas du tout. Non, il est bourru, il est fermé. Voilà, donc c'est difficile de parler. Et on ne peut pas... Enfin, moi, il me semble qu'on ne peut faire un livre que si on... Enfin, qu'avec aussi une forme d'amour, quoi. Et il fallait que j'aille vers cette acceptation de ce personnage, au fond. C'est une tentative d'appropriation, de rapprochement. Oui, plutôt. De ce Jean-Pierre Pince-Main qui est... Parce que l'appropriation... oui. Oui, j'essaie de m'approcher, et aussi j'essaie de m'approcher de ce que c'est que la création. Bon, c'est un peu ambitieux de vous dire ça, c'est un peu gonflé de vous dire ça, mais voilà, c'est un peu l'enjeu de ce livre. Mais tout en cheminant avec un personnage fondamentalement peu aimable, revêche, rude, qui n'est pas du tout dans mes os, qui me choque. Il n'habite même pas la RPI. Oui, il était déjà mort. Il n'habite pas la RPI niçoise, il habite dans un endroit qui est très loin de toi. Et qui déteste Nice, qui n'aime pas du tout Nice d'ailleurs. Bon. Mais voilà, en effet, il est pas du tout dans cette... Non, mais s'il est déjà mort, c'est important, non pas parce qu'il ne peut pas répondre, mais parce que moi je pense que c'est vraiment que à sa gloire ce livre. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai. Sa famille n'a pas la même opinion que moi. Mais c'est aussi que il me semble que les livres, souvent, on a dit, pour commencer, c'est quand même un hommage aux morts. Et que c'est pas primo, c'est parce que ma grand-mère était morte. Vous voyez, c'est pas parce que on est plus tranquille de cette manière, c'est parce qu'il y va aussi de cet hommage, oui. Alors le livre d'après, je vais reprendre un de tes mots, il est assez foutraque. Ça s'appelle La Scène, c'est 2010. Quand vous lirez La Scène, vous découvrirez des réflexions sur la mathématique, pas seulement les mathématiques, sur le chiffre 11, oui, c'est comme ça, sur alors, une scène de haute comédie qui se déroule à Brisbane, dans la province de Queensland, aux États-Unis, en Australie, où notre auteur, qui dit « je », est invité. Et là, il faut que tu nous racontes cette scène, oui, franchement burlesque, à la fois gênante et un peu excitante d'ailleurs, un dîner en compagnie d'un couple. Il se passe des choses là, sous la table. Hein. Bon, tu vas nous raconter. Et puis alors, tu parlais de peinture à propos de Jean-Pierre Pince-Main, il est aussi beaucoup question d'un personnage considérable allemand qui est Oskar Schlemmer, qui a été un des professeurs du Bauhaus, qui a enseigné le théâtre d'ailleurs, les marionnettes, etc., personnage incroyable, dont il est beaucoup question ici. Et puis on terminera cette promenade qui est un livre qui a un charme fou, avec une scène d'amour dans un salon de thé. Je ne vous dis que ça. Mais j'aimerais que tu reviennes sur cet épisode pittoresque qui se déroule une fois encore en Australie.
je ne sais pas si je vais le raconter, mais enfin, oui, c'est une scène qui se passe sur la table et sous la table. Mais surtout sous la table. Surtout sous la table. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que tu parles de burlesque et du fait que ça t'a fait sourire, peut-être même un peu rire. Oui, bien sûr. Oui. Ça j'aime beaucoup aussi. Curieusement, on vient de parler de mort, etc. Mais en vérité, moi souvent quand j'écris, je ris. Ou bien parce qu'il y a deux mots qui s'entrechoquent, ou par la scène, mais aussi par le fait que des mots adviennent, bon, etc. Et il y a peu de gens qui me disent oui, votre livre m'a fait rire, ou etc. Quand on me le dit, ça me fait un plaisir énorme, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à un Stabat Mater, c'était pas du tout drôle, avec des extraits de Primo, mais il y a un moment justement dans Primo où il est question du petit linge que dont la grand-mère revêt pesamment les enfants. Et moi aussi, je trouvais que c'était un moment drôle. Et il y a quelqu'un à rire dans la salle, alors que c'était un peu plombé comme atmosphère. J'ai reconnu ma lectrice chérie, celle qui rit. Oui, c'est vrai que ça c'est un truc qui me... comment dire ? C'est peut-être l'esprit de légèreté, ou je ne sais pas, ou qui m'habite aussi, que je ne voudrais pas perdre, même dans les livres où il est question de choses tragiques, quoi. Et peut-être même d'autant plus. Et donc dans la scène, c'est un livre... Voilà, ça fait partie des livres qui essaient de faire le compte de tous les motifs et de les rassembler autour de la table. Donc, il y a des motifs explorés et réexplorés, et puis il y a aussi cette scène qui apparaît pour la première fois, me semble-t-il, qui est cette invitation à Brisbane qui tourne un peu... au vaudeville. Au vaudeville, bien sûr, oui. Bien sûr. En deux mots, la narratrice, donc, qui n'est pas nommée, est invitée à dîner chez un couple, tout ce qu'il y a de plus formé, si je puis dire, et en réalité, universitaire. Voilà, le mari lui fait un gringue, lui touche les pieds, enfin oui, la drague, d'une manière d'ailleurs à peine dissimulée, avec une efficacité, une insistance extrême, et la suite, eh bien, vous la découvrirez en lisant le livre. Ceci ne nous regarde pas. Alors, restons dans le domaine de la peinture. On a évoqué Pincemin, j'ai cité Oscar Schlemmer. Nous en venons à un autre personnage assez original qui est Félix Vallotton, dont tu dis qu'il est inadmissible. Vallotton était d'origine suisse, il était né à Lausanne, il a adopté de la nationalité française et il est auteur d'une œuvre considérable. Il a entre autres illustré La Revue Blanche, mais pas seulement. Il était proche du groupe des Nabis, Vuillard, Roussel, Bonnard, etc. Et puis, ce qu'on ignore, c'est qu'il a aussi écrit des livres absolument sidérants. En particulier un truc qui s'appelle La vie meurtrière, qui est un livre vraiment très, très frappant, très écrit, très, très compliqué aussi. Mais alors, ce qui est passionnant dans ce tout petit texte, qui là encore est en vente ici, c'est ton regard sur cet homme-là. Et voici ce qu'on peut lire, sans cérémonie, sans précaution, je vous le lis tel que. C'était justement l'heure entre chien et loup, mais il ne devait pas être tard, peut-être était-ce au sortir de l'hiver, il faisait un peu moins froid. En quittant l'épicerie, j'étais allé traîner au bord de la Condamine, pas bien loin, juste en face du lavoir où les femmes ne lavaient jamais plus le linge. Je tenais mon sachet d'une main, les pièces de monnaie serrées dans l'autre. Il y avait un peu de vent. Et oui, l'air était presque doux. Tout allait pour le mieux. Rien ne troublait l'harmonie de la scène. Et puis, cette promesse de printemps. Rien n'arriva en effet. Pas de tremblement de terre, un ogre ne surgit pas de derrière un fourré. J'avais fait juste un pas de côté et déjà je me retournais. Il y avait un arbre un peu esselé sur le bord de la route. Peut-être un olivier, ce n'est pas sûr. J'étais passé 1000 fois à côté de lui. Dans la nuit qui s'avançait, mais n'avait pas encore tout envahi, à la croisée de nos solitudes respectives, celle de l'olivier et la mienne, je vis l'arbre comme jamais. C'est foudroyant, comme l'est un certain tableau de Vallotton, dont la vision, sa vision, tu n'en es vraiment jamais revenu, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que cette vision d'enfance,
de cet arbre, de cette étrangeté, au fond, d'un arbre, tout ce qui est de plus banal, tout d'un coup, la peinture permet de se sentir moins fou, quoi. De se sentir épaulé dans cette perception d'une étrangeté fondamentale de toute chose, au fond. Quand je parle du fait que je me sens étrangère, bon, pour les raisons que j'ai dites, c'est aussi une étrangeté au monde, une étrangeté fondamentale, quoi, une étrangeté, j'allais dire, oui, métaphysique, enfin, je sais pas. Et il me semble que les tableaux de Vallotton, ils rendent cette étrangeté palpable. Et pourquoi est-il inadmissible? Alors ça, c'est un titre que j'ai emprunté à Denis Roche, qui a écrit « La poésie est inadmissible ». Titre qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a fait beaucoup gloser et qu'on peut comprendre de différentes manières. C'est-à-dire que la poésie est inadmissible, alors il ne faut plus jamais écrire de poésie. Ou alors, au contraire, la poésie est inadmissible, c'est-à-dire que la poésie n'est pas une chose qui va de soi et qui doit rester en travers de la gorge d'une certaine manière. Et je trouve que les tableaux de Vallotton, ils ont une sorte de violence qui reste en travers de la gorge, oui. Alors qu'ils décrivent, alors que ce sont des couchers de soleil, il y a des personnages, souvent de femmes, nues, étrangement nues d'ailleurs, et très étranges aussi. Mais tout ce qu'il y a de plus des femmes ordinaires, enfin, voilà. Mais avec cette violence de la rencontre et de l'étrangeté de l'autre, quoi, de l'étrangeté de l'autre et de l'étrangeté du monde. Cette violence-là qui est inadmissible, au fond, et qui pourtant est me semble-t-il, est notre lot. On va revenir dans les terres que tu as déjà explorées avec Dans la route, qui est paru juste d'ailleurs avant Vallotton. Dans la route, alors de nouveau, la route cette fois, alors pour le coup, c'est la route entre Nice et Turin, toujours dans cette même région. Il y a des personnages qu'on a déjà croisés, notamment les Sasso, qui sont des voisins du fameux Anchise déjà cité, qui est d'ailleurs lui aussi présent dans ce livre. Et puis, là encore, parce que c'est vrai que de temps en temps, on rit franchement quand on te lit, il y a une scène absolument formidable, c'est la visite du maréchal Pétain chez une certaine Madame Laurent. Ça m'a enchanté, qui est une tenancière de bordel extrêmement pulpeuse et très sexy, chez qui le vieux maréchal, qui était à ce moment-là déjà chef de l'État, hélas, se rend pour démontrer qu'il est toujours aussi vaillant et aussi vert. C'est complètement inventé ou pas, mais c'est délicieux. Disons que c'est une interprétation. Une légende. Oui. Alors, dans la route, justement, alors ce n'est pas sur la route, c'est dans la route, puisque la route, en fait, la route qui n'est autre que la route qui passe devant chez moi, mais qui est une route historique, en tout cas du petit pays que j'habite, puisque c'est la route du sel, qui d'ailleurs est la route qu'on a évoquée, qui est une route, une prouesse, là encore, qui relie le bord de mer jusqu'à Turin, justement, qui permet, bon, enfin, voilà, et donc ce chantier, ces strates que de façon imaginaire, le chantier, oui, permet de mettre à jour dans la route, fait ressortir toutes les histoires que je connais, innombrables, de cette route sur une toute petite portion. C'est-à-dire que dans mes voyages, le lapsus est révélateur, dans mes livres, justement, il n'y a pas beaucoup de voyages très loin. On va très près, mais c'est une exploration au maximum de ce que j'ai sous la main, au fond. Et là, cette route, cette toute petite portion, elle donne lieu à des découvertes, à une réinvention, et pas seulement réinvention, parce que c'est aussi des histoires vraies, qui m'ont enchanté, je dois dire. Mais alors l'enjeu aussi, c'était qu'entre Anchise et la route, et dans la route, il s'est passé justement beaucoup de choses. Et il s'est passé le fait qu'à un moment, j'ai renoncé à la fiction.
mais elle revient. J'ai renoncé à la fiction justement avec Primo, où j'ai fait cette enquête, etc. Et à partir de Primo, il n'y a plus de fiction en gros. Et dans La Route, je reprends mes personnages de fiction, Anchise, les Sasso, la Thomas, etc. Et je les confronte avec des voisins, des vrais voisins, qui ne sont pas piqués des hannetons. Certes. Et qui sont tout aussi, d'ailleurs, extraordinaires qu'avaient pu l'être, enfin pour moi, pardon, je ne dis pas qu'ils sont extraordinaires en soi, qu'avaient pu l'être pour moi ces personnages de fiction. C'est-à-dire, c'est la rencontre de ces deux instances, quoi, qui m'a... J'ai eu un bonheur vraiment intense à opérer cette confrontation. Il y a un peu de tout ça, à nouveau, dans un livre alors très récent, très beau, je trouve, qui s'appelle « Ceux qui reviennent », 2014, où tu avoues dès les premières lignes, les premières pages, que l'idée te vient d'écrire la biographie d'un inconnu. Pour ce faire, tu te rends au cimetière, chose que tu aimes assez d'ailleurs, tu regardes les tombes parce que tu te dis que peut-être une pierre tombale va t'inspirer, etc. Tu vas d'ailleurs renoncer à cette idée que tu considères à l'usage absolument mauvaise et pas convaincante, et on va revenir sur cette famille italo-française qui est la tienne. On va revenir à Ugine, que j'ai évoqué tout à l'heure, on va revenir bien sûr dans la RPI niçois qu'on n'a jamais vraiment quitté, et tu vas évoquer des figures tout à fait magnifiques. C'est curieux comme l'héroïsme s'installe dans ton œuvre à partir de ce moment-là. En particulier, quelqu'un qui a existé bel et bien, et qui a été le grand leader communiste de la région, Virgile Barrel, héros de la résistance, pas tant que son fils, Max, arrêté, torturé à mort, etc. Il avait tout, lui, c'est comme Maurice Jaubert, il avait tout, Max Barrel. Il était beau, il était intelligent, il était brillant, il était tout, bon. Et il était courageux ô combien. Et on a oublié Virgile Barrel, mais ça a été un personnage très important sous la 4e République et même sous la 5e. Et on a là des figures littéralement héroïques. Et d'ailleurs, ce Virgile Barrel avait donc un fils qui est mort pour la France, si on peut dire, et dont il existe un portrait par Picasso. Oui, Max Barrel, oui. Oui. Et puis, il y a aussi, à la fin du livre, un autre personnage héroïque, qui est ce type qui s'appelle Haas, qui est de race noire. Tu rencontres et qui, en fait, nous offre la coda du livre. La fin du livre, c'est lui. Comme si à lui seul, il résumait ce que tu as essayé d'évoquer. Résumer, c'est pas un joli mot. Il symbolisait une certaine forme de décence, de courage humble d'ailleurs, de simplicité, et tout ça toujours inscrit formellement dans ta région. C'est un livre extrêmement émouvant, celui-là. Alors certains sont carrément drôles. J'avais évoqué Pétain ou la scène de drague à Brisbane. Là, c'est pas drôle. On est dans une émotion extrême, très intime et très profonde. Alors ceux qui reviennent, oui, bon, c'est vrai qu'il est question des morts, bien entendu. Ce livre, au fond, il démarre c'est vrai que je vais souvent, enfin, il m'arrive d'aller dans des cimetières, notamment à Paris d'ailleurs. Je trouve que c'est très apaisant. Mais là, plus prosaïquement, c'est parce que dans le petit village où j'habite, dans le petit cimetière, a été enterré mon père il y a peu de temps. Et donc, ça m'a... Oui, alors, pardon, je commence par la biographie de l'inconnu que tu évoques, parce que ça a été une obsession depuis des années. J'ai essayé des tas d'expédients pour ce faire, tous plus fous les uns que les autres. J'ai fait des trucs assez dingues, d'ailleurs. Et là, maintenant, ça y est, j'ai renoncé à la biographie d'un inconnu, parce que je me rends compte, au fond, que c'est pas parce qu'il s'agit de gens de ma famille qu'ils me sont davantage connus. J'ai fini quand même par percevoir ça, c'est que les inconnus, c'est tout le monde, quoi. J'ai pas besoin d'aller chercher un inconnu en faisant... Effectivement inconnu. Avec des contraintes complètement dingues que je me donnais, auxquelles j'ai renoncé, hein, évidemment, et que les inconnus, c'était tous ces gens qui
tous ces gens d'abord qui étaient enterrés, certains dans ce cimetière, et tous ceux aussi auxquels je fais appel et qui me sont tout autant inconnus. C'est pas parce que j'ai vu ma grand-mère quand j'étais petite qu'elle ne m'est pas inconnue, par exemple. Enfin, maintenant, les inconnus, pour moi, c'est tout ce peuple-là, tout ce petit peuple des gens que j'ai fréquentés ou pas, et que j'invoque, qui sont mes inconnus, mais auxquels je m'attelle, malgré tout. Et donc, c'est vrai que la figure aussi héroïque dans ce livre, finalement, c'est ce petit pays lui-même, et c'est Nice aussi, qui est pourtant une ville qui n'a pas une figure très héroïque, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui a eu toute une histoire justement liée au communisme, qui a eu toute une histoire liée à des manifestations très importantes du petit peuple. Et je me rends compte maintenant qu'il y a aussi chez moi la volonté de défendre l'indéfendable. Ils sont très défendables, ces gens-là. Oui, mais parce que tu les connais. Mais de défendre l'indéfendable, c'est-à-dire de défendre ce qui, en général, est mal vu, comme Nice, par exemple. C'est une ville extrêmement mal vue en France. Mais il y a peu de gens comme toi qui connaissent son histoire, son histoire profonde, quoi. Et donc, c'est pas une volonté, la volonté de faire l'histoire de Nice. Je pense que c'est ce qui m'anime c'est ce qui m'anime avec elle, non seulement sa beauté, ça c'est indéniable, mais aussi le fait qu'il me faut la défendre, oui, qu'elle a une histoire qui est plus riche que ce que l'on croit, avec de véritables héros, tu l'as dit, avec une véritable histoire populaire qui continue à irriguer d'ailleurs même sa cuisine, je dirais, qui est une cuisine très populaire. C'est pas du tout une cuisine de riche, la cuisine niçoise, par exemple. C'est toute une, enfin il y a toute une part de Nice qui est inconnue en général, qui fait que cette ville m'inspire énormément, parce que je dois aussi aller chercher des choses. Je dois la sortir de cette espèce de glu dans laquelle on l'enferme trop souvent. Mais pour moi, c'est une ville emblématique. Oui. Voilà, c'est pas pour faire l'histoire de Nice. Et d'ailleurs, quand je dis Nice, ce qui m'apparaît aussi, c'est la légèreté de son nom, cette espèce de... Oui, puis en anglais, ça fait nice. Voilà, certes. Ah ben oui. C'est sûr. Nizza. Et puis un livre dans lequel il est question de manière élogieuse de la sublime Eleonora Rossi Drago ne saurait être complètement mauvais, puisqu'il est question des grandes actrices italiennes, enfin des belles, grandes, dans le cas de Silvana Pompanini, c'est pas tout à fait une grande actrice, non. Mais Silvana Mangano et encore plus Eleonora Rossi Drago, plus belle femme du monde. On va terminer, ou pas tout à fait, avec un autre niçois. Attends, si je puis me permettre. Mais tu peux. Non, et parce que c'est ça aussi qui était l'enjeu dans ceux qui reviennent. C'était aussi ça me permettait de faire le lien justement entre ma famille du Gine, de la Savoie, et cet arrière-pays niçois, qui sont extrêmement liés par l'histoire, parce qu'en fait, avant d'être italienne, Nice appartenait au comté, appartenait à la Savoie. Savoie-comté de Nice. Ce qui d'ailleurs lui a donné son particularisme. Donc j'en vois toute la subtilité historique, et en même temps, tous ces gens-là, finalement, parce que aussi mon père, Desbioles, donc, est enterré dans ce cimetière, tout ça se répond, finalement. C'est une sorte de chœur polyphonique, ou avec des réponses comme ça, il me semble. Mais pardon. Mais non, il n'y a pas lieu. Tout ce que tu dis illustre, éclaire, simplifie, permet l'accès, etc. Ton style est un style extrêmement tendu, extrêmement dense. On a donné quelques exemples par nos lectures. Il t'arrive d'écrire des phrases d'une page et demie, sans que ce soit forcément gênant. D'ailleurs,
n'évoquons pas à tort et à travers Marcel Proust, même s'il en est question quand tu évoques Félix Baloton d'ailleurs. Je voudrais qu'on parle un moment d'un compatriote à toi, un autre niçois, bien oublié, et alors là pour le coup, si l'oubli est bien injuste, la formule s'applique exactement à Maurice Jaubert, qui est né en janvier 1900, fils d'un avocat tout à fait bourgeois, élevé avec beaucoup de cœur par des parents attentifs, un garçon qui a tout pour lui. Il y a des gens comme ça, pas nombreux, mais il y en a. Il est intelligent, travailleur, cultivé, sensible, beau comme un dieu. Il est beau comme Clark Gable ou Gary Cooper. Hein. Les photos sont absolument à tomber. Il va devenir un compositeur majeur avant que de tomber au front le 19 juin, c'est-à-dire au début de l'offensive allemande. Le 19 juin 1940, il est capitaine et il est à tête de ses troupes et il est tué dans des conditions... On est toujours tué dans des conditions atroces, mais lui, il est d'abord blessé. Et son agonie va durer longtemps avant que de disparaître. Donc à l'âge de 40 ans, laissant une veuve, une femme formidable d'ailleurs, aviatrice à 16 heures, et une fille qu'il se trouve que j'ai connue d'ailleurs. Pas toi, mais c'est le privilège de l'âge. Moi, j'ai connu Françoise Jaubert, mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Maurice Jaubert est surtout connu aujourd'hui encore, et vous connaissez forcément son œuvre parce que c'est lui qui a écrit la musique du Jour se lève, chef-d'œuvre absolu de Marcel Carné, scénario de Jacques Prévert, qui a écrit la musique de Drôle de drame, des mêmes, Marcel Carné et Jacques Prévert, qui a écrit la musique de Carnet de bal de Duvivier, ce film absolument sublime avec cette valse dite valse grise, et qui est rythmée par Duvivier par un ralenti. Carnet de bal, c'est l'histoire d'une femme qui va retrouver ceux qui, naguère, dans sa jeunesse, l'ont fait danser. Et ce sont tous les acteurs les plus connus de l'époque, Rému, Louis Jouvet, Pierre-Richard Wilm, Harry Bor, qui jouent les anciens soupirants qui ont bien vieilli. La musique est de Jaubert, tout comme la merveilleuse musique de 14 juillet de René Clair, c'est lui. Et la plus belle de toutes, c'est celle de l'Atalante de Jean Vigo, 1934. Vigo, génie, foudroyé à une trentaine d'années. Le film a été massacré, remonté, et il est mort à sa sortie. La musique, belle comme du Maurice Ravel, hein, franchement, je pèse mes mots, elle est de Maurice Jaubert. C'est un homme qui avait tout pour lui, absolument tout pour lui, très engagé à gauche, très proche des idées du Front populaire, très proche aussi du Sentier, ce mouvement social de Marc Sangnier, qui est un mouvement progressiste et en même temps catholique, car il était très catholique, Maurice Jaubert. C'est un personnage absolument admirable. Il ne faut pas en faire un saint, c'est pas du tout un saint, c'est plutôt un héros, pour reprendre la fameuse distinction bergsonienne. Et tu en as fait, on peut dire, comment dire, au sens où Maurice Ravel avait écrit le tombeau de Couperin, tu as fait le tombeau de Maurice Jaubert. Oui, peut-être. Oui. Enfin, je ne veux pas me comparer à... Non, mais si, c'est ça. C'est pas une œuvre musicologique, il ne s'agit pas d'une analyse de l'œuvre de Maurice Jaubert, qui d'ailleurs a été faite. Et puis il faut se souvenir quand même que François Truffaut, qui avait du goût, avait repéré la musique de Jaubert, et 4 films de Truffaut sont illustrés, notamment La Chambre verte, qui est peut-être le plus beau de tous, qui est un film sur la mémoire et sur l'oubli. La Chambre verte, c'est de la musique de Maurice Jaubert, et tout comme Adèle H ou Les Deux Anglaises et le continent. Oui. Alors moi, j'ai découvert, j'avais évidemment vu ces films, mais comme tout le monde, je n'avais pas fait attention au nom du compositeur de la musique, et il a fallu que je sois invitée dans un collège de l'Ariane, qui est un quartier un petit peu difficile, comme on dit, de Nice, dont le collège s'appelle Maurice Jaubert. Et on m'avait demandé en plus d'être la marraine d'un projet culturel. Et donc, me renseignant un petit peu sur Maurice Jaubert, j'ai dit, voilà, vous avez votre projet, musique et cinéma, bon. Et puis, ça paraissait un peu ambitieux, bon, bref, c'est tombé à l'eau. Et ça m'était resté un petit peu comme quelque chose de pas accompli, quoi. Je trouvais que ce projet aurait été formidable, bon, bref. Et donc, j'ai mis pas mal de temps avant de rencontrer de nouveau Maurice Jaubert au détour de hasard, et surtout, en vérité, de tomber sur sa photo de nouveau. Et de me dire, non, c'est pas possible, je peux pas le laisser tomber. Et c'est vrai que c'est sa beauté sa beauté a été très importante dans ce livre.
Et aussi cette beauté très claire qu'il avait. Un visage très pur, des traits très purs, qui correspondent aussi à quelque chose de très pur dans sa musique, très clair en tout cas, pas pur, j'aime pas tellement ce mot, de très clair dans sa musique, ce qui n'empêche pas non plus sa musique d'avoir des accents tragiques, mais dans une grande clarté. C'est ça qui est très impressionnant. Il n'y a pas du tout de pathos, jamais dans cette musique, et pourtant, moi, alors qui malheureusement ne pleure presque jamais, je trouve que c'est un handicap, j'arrive pas à pleurer au film, c'est terrible, mais là j'ai pleuré en écoutant Maurice Jaubert, alors que c'est absolument pas il n'y a absolument aucun pathos, vraiment aucun. Clair et tragique. C'est vraiment ça. Et là aussi, j'ai fait le pari, d'une certaine manière, que c'était la lumière dans laquelle, puisqu'il est né à Nice, que c'était la lumière dans laquelle il est né qui avait fondé cette œuvre, au fond. J'ai fait ce pari. On revient exactement, parce que vraiment ton œuvre, c'est un long cycle. On revient à la lumière à l'occasion de cet avant-dernier de tes livres. Et on s'aperçoit, vous vous êtes aperçu que les thématiques reviennent de manière absolument constante, même quand tu travailles sur quelque chose qui est un objet extérieur. Maurice Jaubert, en dehors du fait qu'il est niçois, je n'ai pas de lien avec lui, il n'est pas italien, il est bon. Eh bien si, il y a quand même la lumière effectivement, de la Baie des Anges. Oui, voilà, ça s'appelle Le Beau Temps, ce livre, parce que là aussi, au fond, j'ai essayé, non pas de remonter le temps, mais l'autre pari que j'ai fait, c'est que je partageais ce beau temps avec lui, et que d'une certaine manière, ça me donnait quelque chose, ça me donnait quelque chose de lui, au fond, ce beau temps. Et donc j'ai eu l'impression de cheminer avec lui, c'est pas qu'une impression, j'ai cheminé avec lui dans ce beau temps. Alors en plus, il est né à Nice, il est mort à Azeraï, dont le nom est pratiquement l'inverse de Nice, me semble-t-il, dans son rythme. Bon. Il est mort très, très loin de Nice, dans des conditions, de la guerre, quoi. Et conditions que sa famille ne savait pas, parce qu'elles avaient été cachées. Bon, je vous passe les détails, mais en tout cas, un beau jour, j'ai reçu, là aussi, ça c'est comment dire, ça m'a donné un lien supplémentaire avec lui, c'est que j'ai reçu du ministère des Armées le compte-rendu de sa mort, en fait. Et toutes ces choses-là sont gardées. Et j'ai reçu ça, et c'est comme si c'était la première fois que quelqu'un le savait, puisque sa famille en avait été réduite peut-être pas, mais à inventer des choses, parce que ça avait été caché, bon, enfin bref, pour des raisons X. Et ça, c'était très impressionnant aussi. Et donc, c'est pour ça que la chronologie est un peu bousculée dans ce livre. C'est parce que quand j'ai reçu l'annonce de cette mort, au fond, comme si elle venait d'arriver, d'une certaine manière, je ne pouvais pas la garder pour la fin du livre, parce que ça a été une sorte de choc pour moi, d'apprendre la manière dont mon héros, précisément, et qui là prend tout son sens, puisque non seulement c'est mon héros, mais c'est un héros, parce que ce que j'ai beaucoup aimé aussi de ce Jaubert, c'est non seulement le musicien, non seulement l'homme de gauche. Oui, vous dire aussi que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne savais pas du tout qui j'allais trouver. D'accord, ce musicien dont je connaissais les musiques, mais je ne savais pas du tout quel personnage j'allais trouver. C'est-à-dire que mon livre s'écrit en même temps que j'apprends des choses sur lui, en même temps que je fais cette enquête sur lui, au fond. J'ai eu la chance extraordinaire, d'ailleurs, grâce à son neveu, je ne savais pas du tout que c'est son neveu, qui s'appelle Alain Jaubert, qui est un écrivain aussi, qui a très bon, qui a écrit beaucoup de livres et qui a fait beaucoup d'émissions qui s'appellent Palette sur la peinture. Bon, je ne savais pas du tout que c'était son neveu, mais il se trouve que cet Alain Jaubert avait toutes les lettres de Maurice Jaubert dans un carton qu'il n'avait jamais ouvert, là encore. Et je lui fais part de mon désir d'écrire ce livre, et il me dit, écoutez, je vous attends. J'y suis allée 2 jours après. Je vous attends, on va ouvrir ce carton ensemble. C'est ce qu'on a fait sur la table de la cuisine. Et donc j'ai pris une première lettre au hasard, comme ça. Bon, bref. Donc c'est l'histoire aussi d'une rencontre et
Et là aussi, non pas une remontée dans le temps, mais c'est comme si les choses se déroulaient en temps réel, en quelque sorte. J'apprenais des choses que personne n'avait jamais lues, ou enfin, ou peu, ou très peu, et où je découvrais des choses tout d'un coup voilà. Et surtout, je partageais avec lui ce beau temps. Ça, c'était fondamental. Et j'aime beaucoup aussi, alors, le capitaine Jaubert, parce que dans sa famille, on avait mis ça un peu, non pas sa mort bien entendu, mais le fait qu'il avait été capitaine. On m'avait dit que oui, que c'était un antimilitariste, qu'il avait été un peu pris dans cette... Un patriote. Mais c'était pas du tout... Enfin, ça, c'était une vision a posteriori. En vérité, il n'était pas du tout antimilitariste. C'est ce que je découvre en allant au château de Vincennes, où je consulte son livret militaire. Et là, je vois, au fond, qu'il fait ses périodes de réserve, comme on dit. Il fait son service militaire dans les années 20. Il va d'ailleurs en Algérie. Et puis, il fait ses périodes de réserve très régulièrement, alors qu'il aurait pu s'en dispenser. Disons qu'il avait un film ou je sais pas quoi. Il fait ses périodes de réserve avec une grande rigueur. Et dans ses lettres, ce qui est manifeste, c'est qu'il les fait presque comme une ascèse. Presque comme s'il se retirait du monde. Alors, il regrette l'absence des siens, mais plus que ça, il écrit de la musique quand même. Et il écrira de la musique même pendant ce qu'on a qualifié de drôle de guerre, qui n'était vraiment pas drôle, surtout le dernier mois, là aussi trop méconnu, où il y a dernier mois qui fait énormément de morts, parce que ce mot de drôle de guerre a recouvert les choses en les simplifiant allègrement. En fait, ce dernier mois entre mai et juin a fait beaucoup de morts. Et des gens d'ailleurs, des parfaits inconnus, mais des gens très connus aussi ont trouvé la mort dans ce dernier mois. Et il va écrire de la musique quand même, et les choses les plus belles, je pense. Alors c'est pas du tout de la musique de film, bien entendu. Il écrit des psaumes, parce qu'en effet, alors autre chose qui m'a intéressée et qui, là encore, vient combattre certains lieux communs, il est très catholique, très pratiquant, ce qui n'empêche pas d'être de gauche, et ce qui n'empêche pas d'être libre et de faire la musique des films de Vigo, anarchiste au dernier degré, et de faire cette rencontre avec Vigo formidable, par exemple. Et ce livre, c'était pour moi aussi une façon d'aller, là encore, contre les lieux communs. Ça a à voir avec... j'allais dire, ça a à voir aussi avec cette défense et illustration de Nice, qui est un lieu qui nous est commun, mais et qui pâtit de ces lieux communs aussi. On va finir avec ton tout dernier livre, qui est paru il y a un mois, même pas, qui est un essai sur Rodin, qui paraît évidemment au moment de la grande exposition actuellement proposée au Grand Palais à Paris. Ce livre s'appelle « Avec Rodin » et je voudrais juste que tu détailles une phrase de Rodin qu'il a beaucoup employée, notamment dans sa correspondance, et en l'espèce, correspondance adressée à l'une de ses modèles. Il dit « Je désire beaucoup ». Ça m'a enchanté, ça. « Je désire beaucoup ». Oui, peut-être c'est un peu la clé du livre, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui me semble. C'est pour ça que j'ai pensé utile de finir sur cette citation. Oui, je désire beaucoup intransitivement. Et d'ailleurs, j'avais lu ça, je l'avais lu dans une lettre, puis après j'ai perdu la lettre, j'ai mis un temps fou à la retrouver, je ne l'ai pas retrouvée. Et puis je l'ai trouvé de nouveau, parce qu'il a de nouveau utilisé cette expression, je désire, point. Ou je désire beaucoup. Extraordinaire. Alors ce livre, c'est une commande, parce qu'il y avait cette grande exposition du centenaire, qui fête le centenaire de la mort de Rodin, 1917. Et les commandes, c'est intéressant. D'ailleurs, les draps du peintre, d'une certaine manière, c'est une commande aussi, pratiquement. Les commandes, c'est intéressant quand on y répond, évidemment. Commandes auxquelles on ne répond pas, ça ne compte pas, mais les commandes auxquelles on répond, c'est à la fois ça vous surprend, et à la fois
ça vous titille, quoi. Ça... Et puis, c'est aussi un pari un peu fou, parce que je me suis dit, Rodin, c'est quand même... c'est énorme. En plus, j'avais pas un temps absolument fou pour faire ce livre, et je me suis dit, c'est quand même fou. Mais du moment que je me suis dit ça, évidemment, j'avais envie de relever le pari. Je me serais sentie vraiment un peu lâche que de renoncer pour si peu. Et puis aussi, alors là, c'est un livre qui est publié chez Fayard dans une nouvelle collection qui s'appelle Davy. Et la personne qui m'a commandé ce livre, en fait, est un historien de l'art, et puis il est conservateur au musée Bourdelle. Il avait fait un petit article sur le Vallotton, justement. Donc tout ça a été quand même très, très, très lié. Et si j'ai répondu à cette commande, c'est aussi parce que je vis avec un sculpteur et que je me suis dit que j'allais exploiter cette affaire. Et je l'ai exploitée, en fait, pendant 1 an, et ça a été formidable. On a parlé de Rodin pratiquement à tous nos repas. Et j'ai utilisé, au fond, ce que me disait le sculpteur que je nomme là le sculpteur que je connais ou le sculpteur avec qui je vis, parce que la parole d'un sculpteur, c'est pas du tout c'est peut-être pas la mienne, encore que j'ai essayé de la comprendre au plus proche, mais elle est concrète, disons. Par exemple, Rodin parle du nid des choses et non pas du cœur. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire cette manière de parler concrètement des choses. Et je trouvais que ça faisait un... Et puis, il y avait aussi beaucoup de... Tout d'un coup, parce que j'ai consulté... je suis assez bosseuse comme genre. J'ai vraiment consulté beaucoup d'archives. J'ai été au musée Rodin où ils m'ont ouvert toutes les archives, et donc j'ai consulté énormément de lettres et d'archives de Rodin, et je constatais beaucoup de points communs avec le sculpteur avec qui je vis, et en vérité, non pas parce qu'ils se ressemblaient d'une façon psychologique, mais parce que ce sont des points communs de sculpteurs. Voilà, par exemple, la détestation qu'avait Rodin qu'on lui donne des délais. Et d'ailleurs, son Balzac lui a pris à peu près 7 ans, ce qui a causé ce qui a fait couler beaucoup d'encre, et ce qui a beaucoup irrité la Société des gens de lettres qui lui avait commandé. Mais ça, c'est une chose qui mettait Rodin hors de lui, qu'on lui donne une date butoir. Parce que la matière, elle résiste. On ne peut pas savoir à l'avance comment ça va réagir. C'est pas possible. Et puis, cette question du désirer beaucoup, là, précisément, par exemple, pour le Balzac, on voit... j'ai pu lire dans les archives Rodin complètement passionné, qui lui aussi va consulter énormément d'archives, qui va vouloir s'emparer de tout ce qui existe sur Balzac, qui va faire le tour et qui va aussi, ça c'est complètement dingue, qui va aller dans le pays tourangeau, alors que Balzac y est né, mais a des parents qui ne sont pas du tout tourangeaux, et va essayer de trouver un modèle, et le pire, et le mieux, plus exactement, c'est qu'il va le trouver. Il va trouver un modèle, et donc tout ça, ça m'a beaucoup... Moi, ce que j'ai essayé de faire, au fond, ce livre aurait pu s'appeler « L'exemple de Rodin ». J'ai essayé, au fond, de faire comme lui, toute proportion gardée. Il s'appelle « Avec Rodin », et c'est mieux que l'exemple de Rodin. Peut-être, oui. C'est un livre qui est très autobiographique, en réalité. Peut-être, oui. Je n'apparais presque jamais. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, oui. Et ben voilà, vous voyez qu'il y a du travail. Hein. Merci Marie-Lise. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup, Olivier. Et ben voilà.